De retour sur Niod Info pour la suite de Niod Soir. Merci de votre fidélité. Un réel plaisir de vous savoir de retour pour l'invité de ce lundi. Lucas Baki, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir en tout cas de retrouver vos micros. Vous êtes journaliste et analyste politique. Avec vous, nous allons évoquer l'alliance défensive signée ce 16 septembre par le Mali, le Burkina Faso et le Niger pour une lutte collective contre le terrorisme. En effet, les trois régimes frontaliers sont tous issus d'un coup d'État et dirigés par des militaires se sont engagés à coopérer militairement suite à la signature d'une alliance défensive. La priorité de cette signature, de cette alliance nouvelle, c'est de lutter contre le terrorisme qui s'étend considérablement dans la région du Sahel. Lucas Baki, est-ce qu'il était temps qu'une telle coopération militaire voie le jour au Sahel pour lutter efficacement contre le terrorisme grandissant? Je crois que le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont en train justement de nous donner un exemple patent du leadership dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Lorsque vous êtes gouvernant, vous avez en face un certain nombre de défis, des problèmes, des difficultés, etc. Votre responsabilité est de chercher les solutions les plus appropriées possibles. Et je crois que cette histoire du terrorisme qui est en train d'envahir cette zone du Sahel pendant plus de 10 ans, et aujourd'hui, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, il était impératif, en tout cas pour les gouvernants de ces pays-là, de trouver une solution parce que le phénomène a commencé précisément à se métastaser vers les pays du Golfe de Guinée, etc., etc. En tout état de cause, on a toujours eu beaucoup d'intérêt à suivre les pas composer ces pays-là, notamment le Mali, le Burkina Faso, toutes les actions qui ont été menées, je pense que l'heure a effectivement sonné de mutualiser les énergies, de faire en sorte à promouvoir ces valeurs de solidarité, de complémentarité qui ont tant manqué au sein de la communauté ouest-africaine que nous appelons la CEDEAO et dont la vocation en réalité était dès sa création, de travailler de sorte à créer un espace d'échange, un espace où ces valeurs-là auraient dû être promues. De telle manière que lorsque cette question de terrorisme a apparu dans le Sahel, en réalité, la vocation ou la responsabilité de la CEDEAO était précisément de faire en sorte à trouver des solutions, quitte à cotiser, quitte à réfléchir, à mettre en place une force mutuelle qui va lutter contre ce terrorisme-là. Voilà que les présidents de la CEDEAO ont tellement été complaisants, à la limite conspirateurs, tellement qu'aujourd'hui, le phénomène s'est métastasé. Et le comble avec la CEDEAO, c'est que, au lieu de chercher à aider le prochain à trouver des solutions, les dirigeants de la CEDEAO ont plutôt acté pour, si vous voulez, combattre les dirigeants visionnaires, patriotes, sous prétexte qu'ils sont venus par des moyens détournés, etc., etc. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger constituent en tout cas un trio redoutable qui est en train de nous montrer que, véritablement, à partir des actions qu'ils vont ainsi mener, je pense que la question du terrorisme risque d'être derrière nous dans les mois à venir. Alors, en clair, la question sécuritaire est la plus grande difficulté de ces trois transitions? C'est le défi majeur. Comme je le disais, depuis 2012, le problème, ce phénomène a commencé avec le Mali, à la suite justement du démantèlement du régime de Kadhafi, et donc les Touaregs, les terroristes ont migré avec les armes, etc. Et puis on n'oublie pas non plus l'action pernicieuse, en tout cas complice des puissances occidentales, entre autres la France, qui finit par composer justement avec ces groupes terroristes-là pour déstabiliser cette zone combien riche en ressources, etc., etc. Et donc aujourd'hui, je pense que les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont bien compris toutes leurs responsabilités. Parce que, vous savez, la sécurité, c'est la clé de base pour commencer à fixer les bases ou les socles d'une gouvernance qui peut initier la perspective du développement d'un pays. Lorsque vous n'avez pas la stabilité, lorsque vous n'avez pas la sécurité des citoyens, il est impossible d'envisager des plans de gouvernance ou de développement ou d'épanouissement de votre population. Et donc, à partir de l'instant où ces militaires-là ont bien compris leur mission, leur responsabilité et l'impératif pour eux de sauver les citoyens de leur pays,
je pense que la première solution qu'ils ont ainsi trouvée, qui est donc de mettre en place donc cette alliance des États du Sahel, la solution étant trouvée là, maintenant, on peut commencer à espérer une gouvernance vraiment modèle et inspirante, qui pourra inspirer les autres pays de la CEDEAO qui patinent un peu dans le désordre, dans la théorie, dans des, si vous voulez, en tout cas dans des langages théoriques qui n'ont aucune emprise sur le réel. Je pense que les dirigeants de ces trois pays-là ont montré, sont en train de nous montrer qu'il n'est plus question de bavarder, mais d'agir, parce que la population ne mange pas les bavardages, les théories conspiratrices, etc. Justement, cette charge de l'Iptako Ogoma, créer l'Alliance des États du Sahel, qu'est-ce que cela implique concrètement? Cela, dans un premier temps, c'est fondamentalement pour lutter contre l'insécurité, qui constitue le principal défi majeur dans les trois pays. Voyez-vous, mais on sent qu'à partir du moment où ces trois pays-là, ou en tout cas les dirigeants de ces pays-là, ont décidé de travailler ensemble, d'être vraiment de vrais complices, de se compléter, on peut s'attendre à ce qu'ils mettent en place un espace économique. Ça veut dire qu'au-delà donc de cette question de la défense des pays, des intérêts des pays, en tout cas sur le plan de la sécurité, ils vont migrer justement vers des actions économiques et même monétaires, parce que à partir du moment où ils ont cette vision-là et ils font preuve de pragmatisme, il est clair qu'il y a certains goulots liés au néocolonialisme ou même à la colonisation elle-même, notamment le franc CFA, qui engluent nos économies et les empêchent justement de commencer à s'émanciper et d'agir en toute souveraineté. Donc ça veut dire que dès l'instant où ils vont résoudre en bonne partie cette question de la sécurité dans cet espace-là, ils vont sûrement commencer, en tout cas mes échanges avec les autorités maliennes comme burkinabé m'indiquent clairement qu'il y a les volets économiques et le volet monétaire qui vont suivre par la suite, et ce sera un modèle véritablement inspirant. Et sur ce premier point de collaborer militairement, comment est-ce que cela va se matérialiser? Est-ce qu'on va s'attendre à la création d'une force conjointe? Est-ce que le partage d'informations stratégiques, comment cela va se passer? Vous avez constaté qu'il y avait déjà entre le Burkina Faso et le Mali une certaine complicité, des échanges d'informations en ce qui concerne les mouvements terroristes, voilà, qui sont vraiment en train de percuter, en tout cas, la gouvernance de ces deux États. Aujourd'hui, où ils ont formalisé cela par une alliance en bonne et due forme, et heureusement avec la présence du Niger, parce que c'était véritablement le chaînon manquant. Parce que vous savez, il y a la zone des trois frontières où, à partir de laquelle les terroristes essayaient justement de faire les jeux. Et ils passent par le nord du Niger, ils font une incursion au Mali, ils font une incursion au Burkina Faso. Et lorsqu'ils sont traqués par le Niger, et par le Mali et le Burkina Faso, ils retournent facilement donc au Niger, simplement parce que les trois pays-là n'avaient pas la possibilité de collaborer ensemble. Aujourd'hui, avec le général Tiani, qui est donc rentré dans cette vision de la souveraineté, en tout cas de l'indépendance, etc., de son pays, et on a trouvé finalement le pion qui manquait et qui constitue donc le trio qui risque d'être véritablement redoutable et qui va donner l'exemple, en tout cas, de cette complicité qui permet logiquement à toutes les sociétés du monde d'évoluer. Parce que si vous ne comprenez pas que sans l'autre, vous ne pouvez pas aller loin, ça veut dire que vous êtes dans l'individualisme qui ne sert absolument à rien et qui, d'ailleurs, même heurte, qui est contre nature, parce que on ne peut pas vivre isolement. L'homme par essence étant social et sociable, il faut bien que nos dirigeants comprennent que c'est avec le concours des autres qu'ils peuvent réussir. Et ce défi du terrorisme étant un défi majeur, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait faire face tout seul à ce fléau-là. Et donc, c'est pour cela que ces dirigeants nous montrent véritablement l'exemple. Et je pense qu'avec les partenaires internationaux, notamment la Russie qu'ils ont aujourd'hui, et tous les équipements qu'ils ont. Justement, techniquement, la capacité y est à trois. Je pense, d'ailleurs, même vous savez que le Mali, par exemple, s'est équipé en moins d'un an, plus qu'il n'a eu à s'équiper militairement pendant 30 ans. Et donc, aujourd'hui, les équipements militaires dont dispose aussi bien le Mali que le Burkina Faso
permettre alors d'espérer des actions décisives et vraiment, disons, concluantes en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Et donc, aujourd'hui, avec le Niger, je pense que tout cela va permettre vraiment d'avoir une certaine efficacité dans l'action en ce qui concerne cette lutte contre le terrorisme. Et en même temps, ils ont des moyens dissuasifs assez importants contre tous les pays bellicistes, en tout cas tous ceux-là qui tentent justement de fissurer cette unité et qui tentent d'entamer la souveraineté de ces pays-là, un peu comme l'attitude de la CEDEAO aujourd'hui vis-à-vis du Niger. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso constituent, vous le disiez tantôt, la zone dite des 3 frontières, point brûlant de la guerre au Sahel contre le terrorisme. Mais où se situe la Guinée dans tout ça, au lendemain d'un coup d'État, les 4 pays à 4 allaient d'une même voie? Bon, c'est un bon début parce que là, je dis, c'est une alliance des États du Sahel, donc c'est des 3 pays vraiment qui sont bien connus comme étant du Sahel. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant en ce qui concerne la Guinée, c'est que elle s'est toujours opposée aux questions des sanctions. Elle s'est désolidarisée de la CEDEAO en ce qui concerne son attitude assez absconse, marquée par voilà la condescendance, les attaques, les menaces, les sanctions, etc. Et puis la Guinée ouvre justement son port à tous ces pays du Sahel. À partir de ce moment-là, je pense que c'est une composition, ou en tout cas une complicité qui peut être saluée. Maintenant, que la Guinée rentre formellement dans cette alliance, ce sera tant mieux, même si ce n'est pas le cas, à partir de l'instant où les dirigeants actuels de la Guinée se montrent suffisamment ouverts et disponibles pour justement apporter le soutien nécessaire dont ces pays-là ont besoin, on peut s'en tenir à cela en attendant de voir au fil du temps quelle sera l'attitude précise de la Guinée en ce qui concerne justement ce besoin d'unité et de complémentarité. La charte de l'Iptako Gourma comporte 17 articles. L'article 6 prévoit, je cite, toute atteinte à la souveraineté, à l'intégrité du territoire d'une ou de plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression. Voilà. Quand on sait que ces pays sont en total désaccord avec la CEDEAO, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Non, il faut comprendre que les pays là se préparent véritablement contre toute menace, en tout cas tout projet d'agression d'où qu'ils viennent. Et donc, je pense que c'est un message qui est suffisamment clair vis-à-vis de ces chefs d'État de la CEDEAO qui ont cru opportun de menacer un pays comme le Niger avec un projet d'intervention militaire sous prétexte qu'il y aurait eu le renversement d'un président élu. Et donc, ce langage montre clairement, et d'abord, il rappelle clairement qu'il y a une certaine forme de solidarité. La solidarité, c'est une des valeurs essentielles qui module en principe la vie d'une société. Vous ne pouvez pas manquer de société et de solidarité. Et je pense que c'est ce principe de solidarité qui a toujours manqué au sein de la CEDEAO, en tout cas dans le système de gouvernance de nos pays, et qui explique qu'on a du mal à faire face aux grands défis, en tout cas à tout ce qui concerne les projets de construction de nos États. Et donc, cette solidarité-là montre clairement que lorsque vous voyez que la maison de votre autrui brûle, vous avez l'impérieux devoir d'aller l'aider à l'éteindre. Quel que soit le problème que l'autre rencontre, vous devez en être aussi porteur. Voilà comment on doit pouvoir se compléter, et aussi bien à l'échelle d'un État qu'à l'échelle des individus qui vivent dans une société. C'est une valeur essentielle que malheureusement les colons ont fini par défaire dans nos sociétés, au point où aujourd'hui, malheureusement, c'est l'individualisme qui règne en triomphant, et on préfère accumuler les biens au moment où on est entouré par un état de pauvreté, de difficultés, et on n'est pas en mesure de compatir ou de porter les difficultés de l'autre. Les 3 pays-là, en tout cas, à partir de l'instant où ils ont d'abord eu à nous montrer pendant des mois qu'ils sont très pragmatiques, je parle des dirigeants maliens, burkinabés, qui sont très pragmatiques et engagés, portés sur le devenir de leur pays, je pense que cette formalisation en alliance ne pourra que donner des résultats probants, en tout cas dans les mois. Mais justement, en quoi est-ce que cette nouvelle alliance à 3 sera plus efficace qu'en G5 Sahel, qui a aussi existé avec les mêmes objectifs de lutter contre le terrorisme? Le G5 Sahel était une œuvre de la France. Et donc aujourd'hui, on a la preuve évidente que la France, en réalité, n'a jamais œuvré pour la stabilisation des pays du Sahel, et encore moins des
anciennes colonies donc qu'elle a eu à diriger, pour cette simple raison qu'en réalité, sa raison d'être, en tout cas dans nos espaces, dans nos pays, ici, ne peut se justifier que si nos pays sont fragiles, sont frappés par une certaine insécurité, par une certaine, immaturité à tout point de vue. Et donc, la France jouait un double jeu, et donc le fait qu'elle ait mis en place le G5 Sahel n'avait rien apporté de concret. C'est d'ailleurs pour ça que le Mali, voyant que, écoutez, il s'agit simplement des manœuvres de diversion, cette désolidarisation, elle est sortie simplement. Ces 6 derniers mois, les attaques terroristes se sont multipliées dans la zone du Sahel. Est-ce que le départ des forces étrangères n'a quelque part pas aussi favorisé cette prolifération de groupes armés dans la zone? Je crois qu'il faut être extrêmement vigilant et lucide. Vous savez que les Nations Unies, en tout cas la MINUSMA, les puissances occidentales n'étaient pas disposées à quitter le Mali. Et donc, c'est à l'arraché que l'État malien a décidé du départ de la MINUSMA. Ça veut dire tout simplement que lorsque la MINUSMA commence à déguerpir donc des zones du Nord, il y a en même temps des gens, en tout cas des forces spéciales occidentales. D'ailleurs, même le Premier ministre Choguel Maïga a eu à le dire clairement dans un de ses récents discours, où il dit clairement qu'il y a des forces spéciales des puissances occidentales qui sont déversées dans le nord, en tout cas dans la zone des 3 frontières, pour entraîner, pour donner les moyens, en tout cas aider les terroristes à être plus actifs. Et donc justifier le fait qu'il n'était pas opportun pour la MINUSMA de quitter. Voilà. Et donc, Dieu merci que les forces maliennes, étant vigilantes et suffisamment renseignées, prennent des dispositions. Et vous allez voir qu'en réalité, ces terroristes-là, en l'état actuel des choses, ne disposent plus de sanctuaire. Ce sont des gens qui sont désaxés, déroutés, désorientés, qui désormais sont dans une forme de débandade et posent des actions isolées, juste comme une guérilla, tout simplement, pour se faire entendre et marquer donc leur présence. Mais dans tous les cas, il est certain qu'à partir du moment où cette dynamique unitaire-là est enclenchée désormais entre les 3 pays, je suis convaincu que dans les semaines à venir, l'histoire du terrorisme, en tout cas en son état actuel, sera quand même défaite. Les gouvernements militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger auront-ils suffisamment du temps pour atteindre les objectifs dans la lutte contre le terrorisme, quand on sait que par exemple au Mali, la transition a eu un report, mais est-ce qu'ils auront suffisamment du temps? Écoutez, moi je pense qu'il appartient aux Maliens d'apprécier avec précision l'action actuelle de leurs dirigeants et de voir est-ce qu'il est opportun de changer de régime aujourd'hui. Mais dans tous les cas, dès l'instant où ces dirigeants-là se montrent véritablement en leader, le leadership, c'est ce principe qui permet d'exhumer à tous ceux qui sont des collaborateurs, en tout cas ceux qui travaillent avec le leader, d'exhumer en eux la meilleure version d'eux-mêmes et puis de pouvoir rentrer dans une dynamique d'ensemble, de sorte que même quand le leader actuel n'est plus là, que cette dynamique-là puisse être pérennisée, amplifiée, entretenue, etc., etc. Donc, que les dirigeants actuels aient du temps ou non, qu'ils fassent des élections ou non, il est clair qu'ils ont semé une graine qui a commencé à fleurir, en tout cas à germer, à prendre corps au sein donc de leur pays. Et je pense que, en tout cas, les Maliens ou les Nigériens ou les Burkinabés sont libres de rallonger le séjour de leurs dirigeants actuels s'ils pensent que le travail que ces derniers-là font est un travail opportun qui va les sortir de l'ornière. Parce qu'en fait, on ne peut plus se renfermer dans des principes guindés qui n'ont aucun résultat sur la vie du citoyen. Le citoyen n'a rien à foutre avec des concepts, avec des mots, des belles phrases, de la démocratie, etc. Le citoyen a besoin d'être épanoui, d'avoir un espace sécuritaire confortant et donc d'être libre de circuler et d'agir pour contribuer à la création de la richesse nationale. Pour le reste, tout pays souverain n'a de compte à rendre qu'à son peuple. Et donc le dirigeant, si il est donc porté par un engagement farouche qui vise l'intérêt du peuple, c'est le peuple qui doit apprécier de l'opportunité pour lui de continuer ou non. Selon vos analyses, est-ce que cette nouvelle alliance à toi peut-il incarner un espoir vis-à-vis des populations du Sahel? C'est un espoir énorme. Tout simplement parce qu'il s'harmonise avec les principes essentiels d'une vie de société.
Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure de la solidarité, de la complémentarité, de l'unité, etc., etc. Ce sont ces valeurs-là qu'il faut promouvoir. Ce qu'il faut aujourd'hui espérer, en tout cas souhaiter, à partir donc de cette alliance, c'est qu'ils aillent à une phase tout à fait pratique. Au-delà de ce que ils s'en tiennent aujourd'hui à cette question de la sécurité et donc de lutter contre les terroristes et en tout cas tous ceux qui veulent les agresser, etc., etc. Il faut en même temps qu'ils comprennent que ils ont créé une opportunité qu'il faut capitaliser. Donc, au-delà des actions militaires, moi, je suggère vraiment que ces pays-là mettent ensemble des moyens pour mettre en place des créneaux de propagation de ces valeurs-là. Je parle, par exemple, du besoin de mettre en place une chaîne de télévision et de radio à partir de laquelle ils vont distiller leur vision. Ils vont faire en sorte que les citoyens finissent par s'intégrer à l'esprit tout le besoin de porter vous cette vision-là qu'ils sont en train de développer aujourd'hui. Si les citoyens sont suffisamment éduqués et ils comprennent où ils doivent aller et que leur part de contribution dans le projet de construction de ces États, vous allez voir que de façon progressive, c'est la population elle-même en fait qui porte cette vision-là et qui contribue de façon délibérée et aisée justement à la matérialisation effectivement de ce projet. Donc, c'est vrai, il y a ce volet sécuritaire, mais il faut en même temps que de façon pratique, ils commencent à se dire que au même moment que nous travaillons vraiment pour sécuriser la population, il faut qu'on les éduque, il faut qu'on ait des moyens de les éduquer, de les éveiller, d'éveiller leur conscience, et de sorte que, vous voyez par exemple le Niger, aujourd'hui si les dirigeants nigériens sont à l'aise, c'est parce que la population a compris où est-ce qu'ils veulent aller avec eux, et donc la population, c'est la population qui est en train de faire le travail nécessaire pour constituer le bouclier qui les protège. Mais pendant ce temps, depuis le coup d'État, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, elle exige de son côté le retour au pouvoir dans les mains des civils. Non, vous savez, ce qui est pathétique en fait avec les dirigeants de la CEDEAO, en tout cas certains, c'est de les voir pérorer en longueur de journée, au point même de dégrader ce qu'on appelle la parole présidentielle. Vous savez, la parole, en réalité, doit être quelque chose de sacré. Et à plus forte raison, quand elle sort de la bouche d'un dirigeant, les citoyens sont même en droit de considérer la parole qui sort de la bouche du président comme une parole d'évangile, c'est-à-dire qu'elle doit être suivie des faits. Mais nos dirigeants là, vous avez vu avec quelle verve, avec quel enthousiasme, avec quelle énergie un président comme Alassane Ouattara a décliné son projet d'intervention au Niger, disant même qu'il a déjà en place un bataillon, etc., de 800 à 1100 hommes, etc., etc. Or, il déclare ça juste en fait pour faire plaisir à ceux qui doivent l'entendre, à ceux qui ont envie de l'entendre, sachant pertinemment qu'il n'est pas en mesure, en l'état actuel des choses, d'activer justement cette intervention-là. Parce que sur le plan opérationnel, il y a un certain nombre de goulots qu'il faut d'abord franchir avant de pouvoir envisager cette intervention. Et donc, nos dirigeants parlent plus qu'ils n'agissent. À la limite, on a l'impression qu'ils parlent avant même de réfléchir. Et vous avez pu constater qu'il a fallu que la CEDEAO se précipite pour menacer d'agression avant de commencer à réfléchir à comment elle pourrait le faire. Aujourd'hui, il s'avère que la CEDEAO n'a aucun moyen de pouvoir intervenir dans un pays souverain comme le Niger, sous prétexte qu'ils veulent sauver le soldat Bazoum. Pour terminer, Lucas Baki, l'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre ce 18 septembre à New York, aux États-Unis. Le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger sont-ils invités? Il me semble que, j'ai lu quelque part que le Niger ne serait pas invité. Je ne connais pas le cas des autres, mais dans tous les cas, par les années passées, on sait que le Mali était allé, vous savez, le discours historique du Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, qui continue justement de déferler les chroniques, etc. C'est une tribune importante pour les États africains. Oui, mais bien sûr, c'est une tribune mondiale où chacun s'exprime, donne sa vision, en tout cas décline justement sa politique, etc., etc. Mais dans tous les cas, si par exemple un pays comme le Niger n'est pas invité, moi je pense que le Mali, tout comme le Burkina Faso, par souci de solidarité, peut décider justement de ne pas participer à cette assemblée générale, parce que on ne peut pas comprendre qu'on ne puisse pas inviter
le Niger, juste parce que les dirigeants actuels sont des militaires qui ont renversé un président. Ça n'a aucun sens. Mais dans tous les cas, ce n'est pas là-bas que le sort du peuple nigérien, du peuple malien, du peuple burkinabé se décide. Vous avez vu quelqu'un comme Assimi Goïta, tout comme Ibrahim Traoré, depuis qu'ils sont venus au pouvoir, ils ont fait quel voyage? Assimi Goïta n'a fait qu'un seul voyage à Saint-Pétersbourg, juste pour négocier des accords des pratiques et concrets. Il est entre le camp de Kati et le palais de Kouloumba, et tout comme Ibrahim Traoré, ils sont sur le terrain et ils travaillent pour le peuple parce qu'ils sont là dans l'intérêt du peuple, pour le compte du peuple. Ils n'ont pas besoin d'aller se divertir ailleurs avec des discours qui n'ont pas sur au Mali, le 22 septembre prochain, le pays ne va pas donc célébrer la fête nationale, la fête de l'indépendance, en raison des multiples coups d'État qui ont endeuillé le pays. Bon, dans tous les cas, vous savez... D'attaques terroristes, pardon. Des attaques qui est fait ou pas, vous savez. La fête vient après le travail, en fait. Voyez-vous, et ces histoires d'indépendance, même, vous savez que c'est du folklore. Nos pays ont célébré des indépendances depuis 60 ans, alors qu'en fait, ils ne sont en rien indépendants, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique, ni sur le plan social, ni sur le plan diplomatique, etc. Je ne sais pas ce que nous célébrons. À chaque fois, on mobilise des ressources de l'État, on fait des défilés, on danse de gauche à droite, alors que nous sommes dans une emprise de problèmes. On est noyauté par des soucis, etc., etc. Je crois que l'heure n'est pas à la fête, l'heure est à l'action et à des résultats. Et c'est de ce point de vue que nous félicitons justement ces présidents qui sont dans le concret et qui ont une culture de résultats. Merci Lucas Baki d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et analyste politique. C'est un plaisir. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause pour une nouvelle édition du journal sur Niva d'Info.